Bon bah bonjour à tous. Alors on est toujours donc dans ce petit paradis là de Sumatra, et cette fois-ci donc j'ai une nouvelle demoiselle en face de moi qui va se présenter. Et euh, Nadège, à toi de parler un petit peu de ton histoire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oula, Non. ça va. D'où tu viens? Déjà bonjour, je m'appelle Nadège, j'ai 36 ans et je viens de Montpellier. Et je suis en Indonésie maintenant depuis 6 ans et je viens en Indonésie depuis 11 ans. Et après avoir fait 5 ans de volontariat sur Bornéo dans une ONG française pour la conservation des gibbons, j'ai fini par tomber amoureuse d'un Indonésien et m'installer sur Sumatra pour monter un écologe et une association pour la protection de l'environnement et pour aider les populations locales. Ok, alors écologe pour toi ça veut dire quoi? Alors, écologe, ça veut dire écologique, économique aussi, pourquoi pas, mais écologique. Ça va sur tout, ça va sur le traitement des déchets, mais aussi sur les matériaux de construction qui sont utilisés, le site d'implantation aussi, la taille de la structure, à taille humaine, qui s'intègre à l'environnement, des déchets très importants. On essaie de recycler le plus de déchets possible dans la limite des possibilités que nous offre l'Indonésie, puisqu'on n'est pas comme en France, on a un gros manque d'infrastructures, etc., ce qui fait qu'il y a des facteurs limitants quand même. Donc on recycle le verre, le métal, quoi d'autre, on fait du compost avec tous les déchets organiques, et puis après on a un incinérateur pour tout le reste. Après on a un projet pour le recyclage des plastiques, donc ça c'est avec l'association, donc c'est un autre projet, les recycler en matériaux de construction. Et puis après les matériaux de construction, on n'utilise absolument rien qui soit issu de la déforestation. Donc tout est en bois de cocotier, des sols au plafond, même les meubles, les lits, les tables, etc. Et tout le reste, on a du bambou, du rotin, enfin pour tout ce qui est ameublement. Et on essaie toujours de se fournir auprès d'artisans locaux, donc des familles du coin qui vivent de ça. Voilà. D'accord. Et en matière d'énergie, électricité? Matière d'énergie, du coup on a des panneaux solaires avec des batteries. Donc ça permet de nous fournir l'électricité de tous les écologes pour toute la journée, même un peu plus en gros. On va dire à partir de minuit jusqu'au soir 18h. Et ensuite on a un générateur de secours qui permet aussi de charger les batteries, donc qui permet après d'utiliser les batteries pour la nuit. Et puis si jamais il y a du mauvais temps, etc., qu'on n'a pas assez d'énergie, du coup on a un générateur diesel qui nous permet de fournir le reste. Ensuite l'eau aussi, l'eau, on a un forage, on pompe l'eau avec une pompe électrique qui est reliée au système solaire, mais on récupère aussi l'eau. Donc on a 2 bacs de rétention sur la colline dans la forêt qui ont été faits sur des gros rochers où l'eau ruisselle quand il pleut, et du coup ça nous fait des gros stocks d'eau. Généralement quand il pleut une bonne journée, on a encore de l'eau, on se sert de l'eau de pluie pendant au moins les 4-5 jours qui suivent. Voilà. D'accord. Alors Rimba, c'est un écologe, mais que tu as construit donc avec ton conjoint en étroite association avec une association, Ouais. l'association Rimba. L'association Rimba. Donc on a créé cette association, c'est une association française de loi 1901. Donc à la base c'était le premier projet, faire l'assaut. Du coup on a fait l'écologe pour après nous pouvoir vivre, l'argent qui rentre, pour pouvoir vivre nous-mêmes. Et on a fait le projet de l'écologe parce que pour nous c'est ce qui se rapproche le plus de l'assaut, le côté environnement, etc. Pouvoir faire le lien entre les deux. L'écologe, comme en tant que sponsor, mécénat d'entreprise, peut aussi verser des dons à l'association Rimba. Et donc cette association, on a 2 grandes thématiques. On a conservation et aide aux populations locales. Alors, aide aux populations locales, on a plein de projets. Là, un projet qui fonctionne tous les ans depuis 3 ans, c'est l'aide à la scolarisation. Donc on fournit le matériel scolaire pour environ 500 enfants de 2 villages, des écoles primaires de 2 villages, donc une fois par an à la rentrée scolaire. Donc ça c'est un projet qui roule, qui est constant et stable.
Après, on a d'autres projets comme la gestion des déchets dans le village. Donc justement, essayer de valoriser un petit peu les déchets plastiques, parce qu'en Indonésie, c'est un vrai fléau. L'Indonésie est comme le deuxième plus gros pays au monde jeteur de plastique en mer. Et donc on aimerait convertir ces plastiques en matériaux de construction. Donc soit faire des pavés, hein, ça peut servir pour des routes, des petites routes de village qui sont empruntées par des motos, quelques voitures. Faire aussi des poteaux de clôture, parce qu'ici tous les animaux d'élevage sont en liberté, les vaches, les chèvres et tout ça, ils mangent les cultures des gens, donc les gens ont des clôtures de partout pour protéger les potagers, les rivières, etc. Ça voilà, c'est un projet normalement qui devrait commencer cette année avec deux personnes qui viennent en tant que touristes à l'écologe, mais qui veulent aussi faire un petit peu de volontariat et participer à nos projets et essayer de mettre en place la méthode justement de conversion des plastiques en matériaux de construction. C'est eux qui vont s'occuper de ça. Voilà. Après, on a plein d'autres projets. Problème facteur limitant, l'argent. Il faut à chaque fois pour chaque projet demander de l'argent. Donc avec Renault, on a décidé de mettre en place un projet qui puisse générer de l'argent pour mettre en place tous les autres projets. Donc là, c'est notre projet du moment. On essaie de monter une guest house associative dans le village de Sungai Pinang, qui commence à recevoir des touristes locaux depuis qu'ils ont refait la route, des touristes qui viennent profiter du paysage et des îles environnantes. Et le village n'est pas du tout prêt à recevoir des touristes. Il n'y a aucune infrastructure, rien du tout. Donc on aimerait, voilà, l'asso financerait cette guest house associative pour permettre aux villageois d'avoir une structure sur place qui accueille les touristes, pour générer des emplois aussi, reconvertir aussi les outils comme les outils des pêcheurs, comme les bateaux des pêcheurs, les pêcheurs qui arrêtent d'être pêcheurs en fait. Il n'y a plus beaucoup de poissons à pêcher et qui se tournent généralement vers des métiers de l'agriculture et du bois. Donc du coup, comme ils se tournent vers l'agriculture, ils ont besoin de terres arables, donc derrière on a déforestation. Sinon ils se tournent vers les métiers du bois, donc là c'est déforestation aussi. Et on aimerait justement leur trouver une autre activité, pour pas qu'ils se tournent vers ces activités-là. Et détourner leurs outils de travail, les bateaux, pour faire le transport de touristes vers les îles. D'accord, reconversion. Voilà, reconversion. Reconversion, sensibilisation aussi, et du personnel qui, à son tour, sensibilisera les touristes à l'environnement, au fait qu'on ne jette pas les déchets dans la mer, etc. D'accord. Le deuxième point, à côté de ce travail avec les populations, c'était la conservation. Oui, la conservation. C'est vraiment au sens large parce qu'on est à la fois sur le côté forêt et sur le côté mer. Donc derrière nous, là, on a 400 hectares de forêt qui ont déjà le statut de réserve naturelle depuis 2012. Donc c'est sur le papier. Physiquement, il n'y a personne qui protège. Ça, c'est un gros souci en Indonésie. C'est qu'il y a des réserves, des parcs nationaux qui sont créés. Mais il n'y a souvent pas de moyens physiques pour protéger réellement sur le terrain ces espaces. Donc nous, on aimerait, en partenariat avec le ministère des Forêts, pouvoir créer une patrouille, les gardes forestiers, donc des patrouilles de 2 personnes qui surveilleraient la zone. On n'y est pas encore, mais en attendant le fait qu'on se soit établi ici, depuis qu'on est ici, on n'a plus de braconnage et il n'y a plus de coupes illégales aussi qui se font. Quand on est arrivé ici, on les a rencontrés, ces gens qui coupaient, parce qu'ils étaient encore en forêt de couper, ils braconnaient, on a discuté avec eux et tout ça, et depuis on n'a plus jamais personne qui est venu faire ces activités-là. Et côté mer, côté mer officiellement, il n'y a aucun statut pour la baie dans laquelle on est. Par contre, nous, on la protège depuis 5 ans, et en accord avec les 2 villages qui sont de chaque côté. Et du coup, ces 2 villages nous donnent l'autorisation de dire aux gens qui viennent faire la pêche sur récif, non, écoutez, c'est protégé ici, vous ne pouvez pas pêcher au harpon, au pied de biche, parfois au poison, c'est interdit. Donc voilà, les gens partent et depuis on voit vraiment de résultats en 4 ans. On a un très bon résultat quand on compare aux zones qui sont juste limitrophes autour. Je partage.
snorkeling ici, c'est 1 à 4 tortues par jour qu'on peut regarder aisément, sans problème. Une belle diversité de poissons. Ils sont revenus depuis 2 ans, donc on a une chaîne alimentaire maintenant qui est complète. On a des langoustes, il n'y en avait plus une quand on est arrivé, parce qu'elles étaient toutes prélevées. On est le seul endroit aussi où on a encore des concombres de mer, parce qu'ils sont énormément prélevés pour être vendus aux Chinois qui en font des soupes. Et ici, on en trouve encore. On voit vraiment la différence. D'accord. Alors, parmi les grands problèmes que subit l'Indonésie au jour d'aujourd'hui, c'est l'intensification de la culture de palmiers à l'huile. Je pense que tu as une bonne connaissance du sujet et on pourrait peut-être nous filer des chiffres ou en gros, c'est quoi le problème de ces palmiers à l'huile qui finalement sont des arbres, on récolte leurs fruits, on fait de l'huile, on pourrait imaginer que c'est... on pourrait même dire que c'est de l'énergie renouvelable. Alors, je sais que tu ne partages pas du tout cet avis, alors j'aimerais que tu me donnes ton... Non, moi je ne suis pas contre le palmier à huile en soi, mais je suis contre la manière dont il est cultivé de manière très très intensive, avec aucun respect pour ni l'environnement derrière, ni pour les populations locales. Pour moi, c'est vraiment le problème socio-environnemental de cette culture qui est importante. C'est-à-dire que les terres sont déjà souvent spoliées aux populations locales. On n'entend pas leur avis, on leur spolie leurs terres. On pourrait croire que ça permettrait d'embaucher des populations locales et ça leur donnerait du travail, mais en fait c'est pas vraiment le cas, puisque comme ils cherchent à diminuer le plus possible les frais de main d'œuvre, rentabilité à fond, ils vont chercher en fait des personnes qui sont dans la misère, qui vivent dans les bidonvilles de Jakarta pour du coup donner des salaires encore plus petits que les locaux ici, les régions qui met le palmier à huile en fait refusent, ils refusent de travailler pour ces salaires-là. Alors les pro-huile de palme diront que ça fait travailler quand même 2% de la population indonésienne. Moi je réponds toujours ces gens-là que à côté 40% de la population indonésienne est dépendante directement ou indirectement des forêts. Donc à côté du 2% de boulot que ça génère, c'est un peu petit quoi. Après bon, il y a une énorme pollution des sols, pollution de l'eau, là où les compagnies de palme se sont installées. Et puis après il y a vraiment le problème de la déforestation qui est vraiment massif quoi. En 2015, les derniers incendies les plus gros de l'histoire d'Indonésie, ils ont brûlé en 3 mois, ils ont brûlé 2 millions d'hectares de forêt sur Sumatra et Bornéo. Alors, tu peux nous expliquer pourquoi ils brûlent? Alors, en fait, pour créer une palmeraie, ils font d'abord des tranchées dans la forêt. Des tranchées, ils quadrillent la forêt, ils font des tranchées pour drainer l'eau des sols. Parce qu'en fait, tous les sols en Indonésie, les sols de plaine, sont faits de la même façon. On a une couche de tourbe qui peut aller jusqu'à 20 mètres de profondeur à certains endroits, et ensuite on atteint le sable. Et le but, c'est d'atteindre le sable, puisque le palmier à huile est un palmier, comme le cocotier, il va pousser que sur le sable. Donc ils font ces tranchées pour drainer l'eau des tourbes, des tourbières. Ensuite, ils vont récupérer, ils vont aller couper d'abord les bois précieux pour les filières ameublement, etc. Ensuite, ils coupent encore pour la filière pâte à papier, donc ils vont faire une bonne partie des autres arbres. Et à la fin, ils brûlent pour en gros nettoyer tous les arbres qui restent, pour nettoyer la tourbe. Donc ça, c'est des incendies des mois, chaque année. C'est une vraie catastrophe écologique, mais aussi
pays les plus riches du monde. Donc, quelle serait l'alternative, à la fois pour le peuple indonésien, pour la nature? Les alternatives, ouais, il y a des solutions, mais c'est des solutions, pareil, il faut prendre le problème à la source en fait. Et c'est souvent difficile à appliquer, parce que le gouvernement et les compagnies ne veulent pas les appliquer. En Indonésie, par exemple, on a 17 millions d'hectares de terre en friche, et on pourrait très bien dire, tiens, ben, les compagnies pourraient planter leur panier sur ces 17 millions d'hectares en friche plutôt que d'aller déforester des millions d'hectares. Pourquoi les compagnies d'huile de palme ça les intéresse pas? Parce qu'en fait, l'huile de palme c'est une filière généralement. On dit compagnie, c'est une erreur de langage. Chaque compagnie a trois filières. La filière ameublement, la filière pâte à papier et la filière huile de palme. Donc si tu leur demandes de faire pousser des palmiers à huile sur des terres en friche, ils vont faire marcher, fonctionner que la filière huile de palme. Les deux autres filières de la compagnie ne vont pas fonctionner. Alors qu'avec une concession de forêt, ben voilà, ils servent avant, faire fonctionner les deux premières filières. Ensuite, ils peuvent faire fonctionner la troisième, les palmiers à huile. Et ça, voilà, ça permettrait de plus avoir à couper de forêt d'ici jusqu'à au moins 2050, ce qui laissera quand même un peu de temps pour trouver une solution pour la suite. Mais bon, voilà, il faudrait que le gouvernement fasse une loi là-dessus, la fasse appliquer. Et le problème, c'est que ça ne se fait pas parce que les lobbies d'huile de palme sont énormes. Malheureusement, le gouvernement indonésien est très corrompu. Voilà, c'est la suite. D'accord. Ça n'est pas très encourageant. Enfin, ça nous amènerait jusqu'à 2050 et après, effectivement, on peut penser à d'autres moyens de... Alors, parce que l'utilisation de l'huile de palme, on en parle beaucoup pour l'agrocarburant, mais c'est une utilisation surtout pour l'agroalimentaire. Et toi, tu avais une autre solution aussi par rapport à cette grande importance de l'huile de palme dans la bouffe, en fait, dans les aliments. Ouais. Tu te disais... En fait, l'huile de palme, on va la retrouver dans une grande majorité des produits transformés. Donc que ce soit dans l'alimentaire, dans le maquillage, etc. Mais en tout cas principalement dans l'alimentaire. On sait que dans les pays occidentalisés, on est à peu près par personne à 70 grammes de lipides consommés par personne par jour, alors que normalement on devrait être à 35 grammes. Et c'est pas, on dépasse pas, on monte pas à 70 parce que tu mets un petit peu trop d'huile d'olive dans ta salade ou non, c'est vraiment, on sait que ça provient des produits transformés qu'on consomme, qui sont, comme tout le monde le sait, comme les messages le disent chez nous à la télé, trop gras, trop sucré, trop salé. Donc il y a déjà eu une loi qui a été faite il y a quelques années sur le sel, sur les quantités de sel dans les produits transformés, où on a diminué, le gouvernement a obligé les industriels à changer leurs recettes, à diminuer le taux de sel. Et du coup, pour moi, l'idée, ce serait de faire la même chose avec l'huile de palme. Avec les matières grasses, en tout cas, dans les produits transformés, et du coup, l'huile de palme, parce que c'est celle qui est majoritairement utilisée dans ces produits. Et si on diminuait ces quantités-là, déjà, c'est plus simple pour nous. Et du coup, pareil, on diminuerait la demande en huile. Et donc, ça aurait un impact ici sur la production et pas la diminution, mais en tout cas maintenir et stabiliser la production actuelle sans avoir à l'étendre encore plus, quoi. une attitude citoyenne, comme on peut l'avoir avec la consommation de viande Voilà. aujourd'hui. Et ça dépend encore du gouvernement, donc c'est possible des gouvernements occidentaux, Oui. et puis des industriels de l'agroalimentaire. Et ce qu'il y a, c'est que bon, ils ont réussi à faire passer ça sur le sel il y a quelques années, mais voilà, les lobbies de l'huile de palme, c'est pas du tout les mêmes que les lobbies du sel. D'accord. Ok Nadège, je te remercie. Alors est-ce que tu as un petit mot, je sais pas, par rapport à ton expérience de vie là, pour je sais pas, les jeunes, les moins jeunes, qui se disent que finalement c'est difficile de faire bouger les choses, de changer le monde. Est-ce que tu as un mot, toi, par rapport à ta propre expérience? T'as quand même quitté la France, un pays où tu avais un job au CIRAD, où tu travaillais dans un labo d'ailleurs, sur le riz, c'est rigolo parce que on en a pas mal discuté, ouais. Et puis tu as tout largué pour venir ici t'installer, pour vivre ta passion. Alors qu'est-ce que tu as comme message, peut-être un petit peu de conclusion? Je sais pas, je dirais qu'il n'y a pas de petits gestes, que tous les gestes sont utiles et
par exemple l'asso franco-équatorienne quand je suis allée en Équateur. Est-ce que je peux vous donner un petit coup de main? C'était pas grand chose, j'apportais un paquet qui contenait des médicaments pour un orphelinat. C'est pas grand chose, mais c'est un geste qui compte. Et en tout cas, voilà, à l'échelle locale et à leur échelle à eux, c'est un geste qui compte. Et de fil en aiguille, en fait, aussi, on commence par un petit, généralement ça nous fait du bien aussi à soi. Et après on se dit, je vais faire un peu plus, je vais faire un peu plus. Et c'est comme ça qu'en commençant par un petit geste, au final, on fait des choses beaucoup plus grandes. Et puis on finit par rencontrer des gens qui sont dans le même milieu. Et du coup, intégrer des organismes et tout ça. Et après, pourquoi pas même monter son propre, sa propre asso, son propre organisme. Et non, il n'y a pas de petits gestes. Il faut juste se dire que si on veut, on peut le faire. Et y aller. Ok, bon, je vais mettre de toute façon l'adresse de ton association et de ton guest house sur le blog et je vais le faire passer par les copains. Je fais juste un petit dernier passage sur image de l'endroit où tu vis, où tu as monté donc, ton association, hein, je répète, assez paradisiaque avec les coraux en face, des poissons incroyables, des tortues, la jungle qui est donc juste derrière et donc tous ces petits bungalows là adorables. En plus, alors une autre caractéristique du guest house de Nadège, c'est que c'est absolument dérisoire au niveau du prix, qu'elle propose des chambres pour moins de 10 € avec 3 repas par jour et que ça c'est quand même quelque chose d'assez rare et où on rencontre des gens exceptionnels. Donc écoute, je te remercie et je reviendrai avec plaisir te voir à Sumatra et voir l'évolution de ton projet. Ouais. Salut! Salut!